Donc là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'en plus, il commençait à me redemander de l'argent. Puisque quand vous prenez l'argent, là, il s'était mis à prendre l'argent d'un chantier pour payer l'autre chantier et faire un versement, enfin, tout le reste, quoi. Et donc là, il a carrément commencé à creuser sa tombe. Moi, directement, j'ai tilté, pouf, il faut réagir vite. Donc j'ai pris une avocate que je connaissais, qui est spécialisée en contentieux immobilier. Et là, l'erreur que j'ai faite et que vous ne devez absolument ne pas faire, c'est que j'ai pas mis de date de fin pour le devis, chose qu'on ne fait jamais. En plus, les entreprises, elles aiment pas le faire, elles aiment pas s'engager. Moi, j'ai pas cherché trop loin. Pour rappeler, quand même, le chantier, il était beau, on m'avait emmené ailleurs, enfin, pas de soucis. Donc, j'avais pas mis de date de fin. Et en fait, j'aurais dû. J'aurais dû. Et là, il a fallu donc faire déposer directement. On lui a envoyé des docs pour fixer une date déjà de fin de chantier. Donc, il y avait des requêtes par huissier qui ont été faites à son bureau. Il n'était pas à son bureau, donc ça a été fait aussi à son domicile. Vous voyez, on essayait de tabler partout pour déjà lui fixer et l'obliger à nous donner une date de fin de chantier. Déjà, ça a duré un peu de temps. J'ai perdu un mois juste avec ça pour le courir après, pour réussir à l'avoir et fixer une date. Ensuite, il me fixe enfin une date. Ok. On continue d'avancer, je continue bien entendu de lui casser un peu les pieds. Surtout quand, par exemple, je passe l'aspirateur dans les étages, il m'avait prévu du sol souple. Bon, à la limite, le sol souple, ça peut être pratique, s'il est bien fixé. Moi, je passe l'aspirateur, j'aspire le sol souple en même temps. Je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée à ce moment-là. Je me dis, ok, ça promet vraiment. Et là, je vous rappelle, j'ai aussi toujours l'associé à gérer qui est en stress au bout de sa vie. Moi, je commençais à être fatiguée, clairement, parce que je voyais pas le bout. J'avais heureusement mon différé qui traînait, mais c'était un peu épuisant. C'était assez épuisant, ouais. Puis je faisais les allers-retours, c'était quand même à 2 heures de chez moi, les allers-retours toutes les semaines pour réussir à faire le suivi, pour harceler tout le monde sur place. Et heureusement que je l'ai fait, clairement. Là, j'ai réussi à avoir une date et on dit ok, là, on se voit donc la semaine prochaine, procès verbal pour la livraison du chantier. Ok, on y va, bien entendu, il vient pas. Je fais mon procès verbal avec l'huissier, d'accord, on voit que c'est clairement pas prêt. Ok, bon, je lui fais un courrier en me disant qu'il a 2 semaines pour finir, étant donné qu'il reste plein de trucs, et en lui faisant une liste intégrale de toutes les réserves. Vous savez, vous avez le procès verbal de réserve, c'est ce qui va attester que le chantier est terminé. Vous pouvez néanmoins noter tout ce qui ne va pas. Et l'entreprise vous donne un délai qui doit être raisonnable au nom de la loi pour qu'il puisse reprendre ces malfaçons. Et après, donc, vous refaites un constat de levée de ces fameuses réserves. Et puis, vous pouvez quand même accepter de prendre le chantier, même s'il y a des réserves, il faut bien que vous puissiez avancer quand même. Et après, ça va jouer avec la négociation, de l'assurance, etc. C'est un peu casse-pied. Donc là, moi, au premier constat, je fais ma liste des réserves, il m'envoie, il y a ça. Ok. Je l'avais laissé, je savais clairement, honnêtement, il n'y a pas de doute dans ces moments-là, vous savez, et vous avez l'instinct si il va finir ou pas. Moi, étant donné le taf qui restait à faire, je savais très bien que ça allait pas être fini. Donc j'ai laissé 10 jours, je crois, pour avancer. Ok. Je retourne sur place, c'était un carnage. Il y en avait partout, c'était l'enfer, il y a les outils partout, c'était pas lavé. Il restait plein de trucs à faire en fait. Il y avait c'était pas totalement terminé. Mais c'était surtout des malfaçons. Donc bon. On continue, et là, je viens, et il est encore pas venu, bien entendu. Il vient pas, c'est son moins un qui vient et qui je note, etc., etc. Bon, les échanges sont un peu tendus, ok. Et puis là, je dis, écoutez, c'est pas compliqué, donc vous avez pas respecté ça. Et de mémoire, je vous fais de mémoire parce que ça remonte un peu quand même, on est en 2020, début 2021 même, puisque j'ai réceptionné le chantier, au lieu de le réceptionner en septembre, j'ai réussi à l'avoir en avril. Et mon différé s'est arrêté en mai, donc j'étais pile poil. Bref, ça s'arrête et je vois bien que lui il est dans une situation plus que compliquée, il dort plus, il est tout blanc, ça ne va pas du tout. Il n'arrête pas de m'envoyer des mails pour récupérer, je leur devais encore 9000 € sur ce chantier, mais que je refusais de lui prêter. Et donc ça veut dire qu'il fallait que je trouve des stratagèmes pour lui dire
non mais c'est en attente, etc., pour qu'il continue au maximum le chantier. Et qu'en même temps, moi, je lui verse pas plus d'argent parce que je savais qu'avec la reprise des malfaçons, ça allait me coûter ce prix-là. Et écoutez, ce qui s'est passé, c'est que liquidation judiciaire. Sa société est passée en liquidation judiciaire. Bon, il a mis que c'est parce que aussi j'avais pas voulu l'aider, bien entendu, tout ce qu'on peut entendre à ce moment-là. Liquidation judiciaire, je récupère mon chantier et là, il me dit ok, dans un mois, le différé s'arrête, je vais commencer à payer. C'était le différé sur la maison, donc j'avais payé 870 € à peu près. J'avais encore un peu de temps pour les travaux, il me restait un an. Mais quand même, j'avais pas envie de sortir 860 € de ma poche. Donc là, je dis ok, c'est parti, on est encore dans le confinement à ce moment-là. Donc j'avais pas non plus la masse de locataires qui pouvaient arriver, j'avais pas beaucoup d'étudiants, c'était pas trop le moment. Et puis en avril, trouver des étudiants, c'est pas ça. Donc là, je dis ok, on agit vite. J'avais une équipe technique qui bossait, j'avais formé sur mes autres chantiers. En même temps, vous reprenez, on fait ça, la liste c'est pouf, faut agir. J'ai 9500 € de budget, il faut que ça rentre dedans. Donc là, on reliste, on refait, on descend tout pour faire un truc propre, nickel. Bien entendu, il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Quand il y a des malfaçons, on ne sait pas comment c'est vraiment en tout. Par exemple, moi j'ai su plus tard qu'il y avait des branchements de salles de bain qui avaient été extrêmement mal faits, enfin ce genre de choses là qui m'impactaient, et j'ai dû refaire des salles de bain en intégralité. Mais bon voilà, j'ai récupéré le chantier, lui est passé en liquidation judiciaire, je n'ai pas eu besoin de lui verser les 9500 € que j'ai utilisés pour faire les reprises de ce qui allait pas. Et au final, je vous avoue que je m'en suis sortie, je touche ma tête, plutôt proprement de ce chantier, puisque j'ai fait de Airbnb jusqu'à l'été pour pouvoir relouer à la rentrée. Et honnêtement, ça a très bien marché. Donc, j'en suis très contente. Voilà, pas de sujet. Donc ça, c'est ma deuxième opération qui me dégage plutôt pas mal de cash, puisqu'on est à plus de 3000 € de loyer qui tombe par mois. J'ai 1600 € de crédit, c'est 870 et à peu près 800 € aussi pour les travaux. Voilà un peu pour l'opération. Je dirais que ce qui a été le plus contraignant, déjà c'est que les plans ont été pas très bien faits. Donc je vais autant avoir des chambres qui font 15-16 mètres carrés que une chambre qui fait 9 mètres carrés. Bon, voilà. Les finitions sont pas excellentes. Puisque je vais avoir le carrelage, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas uniforme partout, pas pareil. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il m'a intégré des ballons d'eau chaude, plusieurs ballons d'eau chaude. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ballons d'eau chaude pour une coloc de 7. C'est un problème. Alors, il n'y a pas de souci d'eau chaude, mais ça consomme, c'est un peu dérangeant quand même. Et puis, il y a de l'entretien à faire dessus. Donc, voilà, ce genre de choses. Et en plus, ça prend de la place. Vous avez quand même sacré espace pour caler un ballon d'eau chaude. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux avoir comme petits détails qui vont pas... Le sol, le fameux sol souple qui a été très mal fixé, qui était vraiment pas terrible et ça faisait vraiment très bas de gamme. Donc je l'ai changé et j'ai posé un sol, un stratifié à usage intense pour que ça soit clean. J'ai eu aussi, ils m'ont posé des sèches-serviettes. Faites attention aux sèches-serviettes qu'on vous pose et à la consommation. J'en ai eu un, il consomme 1200 watts à chaque fois qu'il est en marche. C'est énorme. Donc il faut faire attention à ce genre de choses-là. J'ai quoi sinon des petites infiltrations où on a été obligé de combler parce que ça allait pas. J'ai une douche où en plus m'a posé d'ailleurs des cabines de douche. Ne posez jamais de cabine de douche. Moi je déteste ça. Pourquoi ? Parce que on pose le truc, ça vieillit pas très bien, ça bouge, c'est pas terrible. Moi je préfère quand même les douches où vous avez une paroi de mur, une autre paroi de mur, on vient mettre une porte de douche, c'est propre, ça ne bouge pas. Énorme astuce importante. Quand vous mettez vos bacs de douche, ne les posez pas à même le sol. Sauf si bien entendu vous êtes dans un truc de la location saisonnière haut de gamme où vous mettez un bac à douche à l'italienne, etc. Je le conçois. Mais selon la typologie de personnes que vous avez en face, attention, vous allez avoir une énorme problématique dans l'investissement immobilier qui sont les cheveux. Les gens ne nettoient jamais les cheveux. Et je suis certaine, je mets ma main à couper quand on vous appellera un jour en vous disant la douche elle est bouchée, ça s'écoule mal, et les gens n'auront pas retiré les cheveux. Donc si vous avez des bacs à douche que vous mettez, vous avez votre sol qui est là, mettez votre bac à douche ici, ok, vous le surélevez, vous pouvez mettre des petits plots en dessous, et là vous mettez un cache devant pour fermer, que ça soit propre. Et en fait, à chaque fois que vous allez avoir un problème d'un écoulement, quelque chose qui va pas, qui peut être bouché, il peut y avoir du calcaire aussi,
vous allez retirer le cache et en fait vous allez pouvoir passer la main pour aller récupérer directement ou manipuler, vous ou votre artisan bien entendu. Et ça vous évite de devoir casser toute la douche ou de tout démonter. Donc vous gagnez un temps précieux. Également, n'oubliez pas de mettre des trappes techniques, que ce soit pour ce genre d'accès. D'ailleurs, les accès aux douches, vous voyez, parce que par exemple, moi j'ai le premier étage, il y a une douche, ok, et la chambre d'en dessous, il y a une douche au-dessus, enfin aussi. Donc ça veut dire que si j'avais eu une fuite de la douche du dessus, s'il n'y avait pas de trappe technique, donc on a dû découper le placo. Vous mettez une trappe technique, c'est quand même plus simple, il y a un accès direct, etc. Donc quand vous avez des endroits un peu plus sensibles, mettez de la trappe technique. C'est plus simple pour la tuyauterie, ça facilite grandement la vie, et voilà. Donc voilà un peu pour cette opération. Je vais quand même vous raconter la suite de cette histoire-là, ce qui s'est passé à la fin. J'avais donc un associé qui était un de mes amis d'enfance. Et donc comme je vous l'avais dit, moi je me suis mis j'étais ok pour le former en fait au fur et à mesure de cet investissement. J'avais pas conscience que la formation pour lui elle allait durer si longtemps que ça. Ça veut dire que il me demandait énormément de temps, énormément d'engagement. Pourquoi ? Parce que en fait il y arrivait pas. Lui, son truc, c'est la crypto, rester derrière un PC et que ça soit clean comme ça et c'est tout. Là, il fallait quand même trouver, c'est une coloc de 7, hein, donc il se passe toujours des choses. J'avais eu quelques malfaçons, donc il faut intervenir. C'est des jeunes, il y a ça à gérer, il faut trouver les locataires, il faut signer les baux, il faut faire... Il y a un peu de taf en fait derrière. Et même si c'est rentable, tout le monde n'est pas fait forcément pour ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, j'ai bien vu, question répartition de départ, je vous ai pas dit, mais on était à 51-49. Pourquoi ? Parce que j'étais pas assez gourmande à l'époque, peut-être. et donc, on a avancé, d'accord. Et je vois bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je dois tout gérer moi-même. Je m'occupe de tout, autant de la comptabilité, de gérer les locataires, de trouver les locataires, de gérer la technique sur place, s'il y a quoi que ce soit. Bref, je gère tout, quoi. Le truc, c'est que moi, j'ai de plus en plus de travail. Là, j'ai beaucoup de biens immobiliers, j'ai un organisme de formation, il se passe plein de choses. Et je lui dis, écoute, moi, je t'apprécie, on a une très bonne relation amicale tous les deux, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que ça fait 2 ans et demi, et en fait, je fais toujours autant de choses, alors que j'avais prévu de te former pour que tu puisses me filer un coup de main. Et voilà, chose qui n'a pas été le cas. Et là, donc, je lui ai dit, il y a 2 possibilités. Soit tu changes de tout au tout et tu gères maintenant et tu me facilites la vie et le confort au quotidien. Deuxième possibilité, tu sors de l'association. Moi, je te rachète tes parts et je te laisse libre, je te libère de toute obligation que tu as envers moi. Bon, on finit par tomber d'accord sur un montant avec de la compta, tout ça, à 30 000 €. Et ce qui se passe, c'est que faut dire que la comptabilité, elle était jeune, la société elle a rien. Là vous avez quand même un actif dedans, mais aussi une grosse dette, hein, parce que le crédit, en plus il y avait du différé, donc on n'a rien remboursé quasiment. Donc il n'y a pas énormément de choses dedans. Il doit y avoir 1500 ou 2000 € de trésorerie. Voilà, il n'y a rien. Mais en même temps, il a mis autant d'apports que moi, donc je vous rappelle 17 000 €. Et puis, il y a eu un peu de meubles, un peu de trucs, etc. etc. Et donc, je lui dis, je rembourse ton capital, le compte courant d'associé, tout simplement. Et puis, on tombe OK pour une valorisation complémentaire dessus, etc. Bon, autant vous dire qu'à ce moment-là, cette personne qui était en plus mon amie d'enfance, et il a rencontré quelqu'un et je pense que cette personne m'a un peu pris en grippe. Je sais pas ce qui s'est passé exactement dans ma tête et je n'ai pas envie de me faire trop de films. Mais changement drastique de comportement. Ça veut dire que là, il s'est mis dans une optique que, je sais pas, je devais être mauvaise ou autre et il a refusé de communiquer avec moi. Je me suis dit, mais je comprends pas parce qu'on est quand même amis. Là, tu sors, je te libère de tout ça et donc... Tu me disais que tu dormais mal, là tu vas dormir, je comprends pas. Et tu refuses de m'avoir au téléphone. Il bloquait mes appels, il voulait passer uniquement par mail. Je recevais des mails, des pavés, des parpaings avec écrit cordialement à la fin, alors que c'était un pote quoi, je comprenais pas. Et donc,
On a réussi, et honnêtement ça a pris 4 mois je crois pour signer les papiers. Et vous savez, c'est vachement dur. Moi ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de donner à quelqu'un et bah, clairement d'avoir aucun retour, qu'on me prenne limite comme si j'allais l'arnaquer. Enfin c'était... qu'est-ce que tu veux que je t'arnaque avec une société qui y a rien dedans, genre. Je comprends pas. Et on parle de 30 000 euros. Donc c'est là aussi où je pense qu'il faut absolument que vous ayez aussi ce petit signal d'alarme. C'est quand vous vous associez, quand tout va bien, que tout est ok, ça roule. Dès qu'il y a le moindre petit sujet, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Vous ne pouvez pas avoir l'impact de si la personne va rencontrer quelqu'un, l'affect de la personne par rapport à vous. Il y a toujours quelque chose qui peut se faire et qui peut être extrêmement négatif. Moi, en plus, c'est quelqu'un qui devait venir à mon mariage. C'était un ami que je voyais régulièrement. Ça a tout cassé, bien entendu. Bah, il est plus invité. Hein. J'ai arrêté de le voir, on ne se fréquente plus, c'est devenu assez rare. Et bon, il a signé les papiers, il est sorti. Moi, je lui avais fait déjà tous les virements et basta quoi. Voilà un peu pour l'histoire de cette association. Du coup, il est sorti de la société. Je vous vois venir avec votre question sur mais on était en SCI, du coup, t'es toute seule. Non, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais créé ma holding. Donc, j'ai cédé mes parts à la holding et moi, j'ai racheté ses parts à lui, tout simplement. Et voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Deuxième opération qui tourne quand même. La maison est très bien. Elle a été rénovée et elle tourne très fort aussi. Rien de plus à dire, c'était la deuxième OP. Allez, à bientôt pour la suite des aventures.